Bien, merci vraiment, merci à vous d'être parmi nous ce soir. Webinaire important, c'est le premier webinaire de la Grande École des Solidarités dans un format très riche consacré à la question de la gouvernance des solidarités, à la question de la construction des solidarités. Et nous avons donc souhaité ce soir rassembler trois chercheurs qui sont très engagés sur un programme de travail, sur un projet qui est un projet de formation tout à fait inédite. On vous en parlera à la fin, mais nous souhaitions vraiment faire un premier tour d'horizon pour réaliser ce que l'on a appelé un grand débat autour de cette question des solidarités. Deux parties dans cette séquence, une partie vraiment consacrée à quelques questions ciblées à nos trois intervenants, et puis un temps consacré aux questions-réponses. Nous sommes deux à co-animer ce webinaire avec Alessia Lefébure, qui est donc la directrice des études de l'EHESP, et moi-même, qui ce soir représente la Grande École des Solidarités. Un mot sur cette Grande École des Solidarités, puisque c'est un projet relativement neuf, une dynamique de réseau très active qui rassemble des acteurs de l'enseignement supérieur qui entendent faire se rencontrer justement des acteurs des différents mondes. Cette grande école est composée aujourd'hui vraiment de quatre fondateurs que sont l'EHESP, Sciences Po Rennes, l'Université de Rennes 2 et Ascoria. C'est dans cette dynamique que nous souhaitons vraiment créer des zones de réflexion, bien sûr d'enseignement, de recherche, de création de prototypage, de débat, d'avancées concrètes sur les questions de solidarité. Et donc, cette pierre ce soir constitue un premier élément pour avancer. Merci Marc Rousseau. Avant de présenter rapidement nos trois intervenants de la soirée, une précision puisque la question a été posée à plusieurs reprises dans les réseaux sociaux. C'est un débat qui réunit trois personnalités, évidemment par leurs compétences, mais surtout parce que les trois sont les trois responsables de modules de la formation dont nous allons vous parler. Donc, la Grande École de Solidarité ouvre sa première formation constituée des apports de ses membres, et chaque module a été confié à un ou deux chercheurs. Et il se trouve que chaque école l'a confié aux personnalités présentes ici. Et donc, aux remarques qui ont été faites sur la composition déséquilibrée en termes de genre du panel, je dirais que ce n'est pas... Enfin voilà, on n'a pas choisi des personnalités pour parler pour le panel, mais on a juste fait appel aux responsables de modules parce que personne mieux qu'eux ne peut présenter le sens qu'il a voulu donner à son module. Alors après, dans chaque module, il y a des intervenants hommes et femmes, ils pourront en dire un mot. On vous propose de lancer les choses avec une première volée de questions, et on va commencer finalement par le troisième module. Et en l'occurrence, je vais poser une question relativement simple à Marc Rousseau. On parle de la gouvernance des solidarités, de la solidarité. On peut jouer avec toutes les déclinaisons autour de ces questions, mais qu'est-ce qu'on peut en dire de cette gouvernance ou de ces gouvernances des solidarités ? Merci Alessia, merci Marc. Bonjour à toutes et tous, à ceux qu'on connaît directement et ceux qu'on connaît moins bien, et puis qui, je pense, être tous plongés dans ces questions de solidarité, un mot qui est aujourd'hui fait l'objet d'une inflation rhétorique, vous l'avez repéré, en particulier dans le cadre de ce qui se serait joué autour de la crise liée au Covid et de nouvelles formes de solidarité. Donc, est-ce qu'on peut croire à cette notion de nouvelles formes de solidarité? Si on se donne quelques repères d'entrée de jeu, on peut se dire qu'en France et plus généralement dans les pays occidentaux, cette notion de solidarité est une notion relativement récente dans son utilisation sociale. Elle est au croisement de travaux scientifiques, Émile Durkheim et son travail sur les solidarités mécaniques et organiques, et puis aussi le solidarisme comme doctrine politique. Et finalement, si on reste sur l'époque récente, on voit bien que, en particulier en France, mais pas que, la solidarité, et là je dirais au singulier, a été érigée comme un principe
d'organisation de nos sociétés qui a fait l'objet d'un travail gouvernemental, au sens du gouvernement. On peut parler du gouvernement de la solidarité, et si on va un peu plus loin, du gouvernement de la solidarité de droit, au cœur du pacte républicain, avec l'idée de fournir d'abord protection contre les risques, prévention vis-à-vis des vulnérabilités, réduction des inégalités. Et donc, dans le cadre d'un dessein politique, une affaire publique, et je dirais même une affaire nationalisée, qui fait l'objet d'un traitement législatif, gouvernemental, et puis aussi, pour nous en France, d'un traitement corporatiste, c'est-à-dire au sens de grands corps qui organisent cette question. Et puis, c'est toute cette organisation historique qui est aujourd'hui réinterrogée parce que les pouvoirs publics n'ont plus forcément l'ensemble des moyens qu'ils voulaient mettre sur ces questions de solidarité de droit, les questions de non-recours, et puis des nouvelles questions sociales qui résistent aux manières de faire liées à ce travail gouvernemental de la solidarité de droit. Et aujourd'hui, on peut parler d'un deuxième champ qui est en train de ressurgir, qui est celui des solidarités d'engagement, où, de manière moins prescrite, de manière moins réglementée, des initiatives naissent, émergent, et puis se dynamisent pour, dans des relations de proximité, alors soit territoriales, soit électives, au sens des amis, des proches, de communautés plus restreintes, ces solidarités d'engagement qui continuent à soutenir cette idée de la solidarité, c'est-à-dire l'idée finalement d'avoir une appartenance commune et une appartenance commune à des collectifs qui entraînent des obligations d'entraide, obligations plus ou moins soutenues par le droit et par la morale. Dernier élément à ce niveau-là, aujourd'hui on voit bien que ces deux plaques tectoniques sont en train de se tester l'une vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce qui doit être envoyé dans le cadre de ce travail gouvernemental avec des cotisations et des règlements autour du droit et de la solidarité comme principe constituant et structurel de nos sociétés, et qu'est-ce qui doit être envoyé beaucoup plus aux communautés locales, aux fondations, aux initiatives entre proches dans le cadre d'une fonction d'entraide. Aujourd'hui, il y a des accords, mais il y a aussi des désaccords sur le sujet, et on est en train de se chercher à ce niveau-là. Et dernier élément, dans le cadre de des solidarités d'engagement, on est beaucoup moins dans le cadre de la norme, de la règle, des obligations, et on est beaucoup plus dans le champ de la coopération, de la coordination, de la confiance. Champ moins facile à stabiliser, toujours réversible, et qui porte le risque de concurrence entre les échelles, de concurrence entre les organisations, et aussi que toutes les causes ne soient pas servies par les solidarités d'engagement. Les solidarités d'engagement, elles priorisent, elles discriminent et quelque part, elles hiérarchisent. Alors, on va garder cette première approche et on va laisser les questions arriver. Mais Roland, pour enchaîner, j'aurais moi une question, là encore, relativement simple. On a l'habitude, où on regarde souvent les effets des actions, les effets des politiques, les effets même des gouvernances des solidarités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour regarder autrement les choses? Et est-ce que la question des processus, l'observation des processus, des manières de faire, peut-elle apporter un plus dans notre regard sur la question? La réponse est oui. La réponse est oui. Merci. Il me semble que actuellement, dans une période où on valorise beaucoup la question de l'évaluation, la question de la performance, il me semble qu'on a tendance à laisser finalement l'objet étudié voiler ce qui regarde les processus, ce qui regarde la manière de faire. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une approche où on a tendance à regarder la manière dont se construisent les solidarités dans les territoires plutôt à partir de ce qu'elles produisent, ou plutôt à partir de l'objectif visé. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une lecture téléologique, c'est-à-dire qu'on interprète le processus en fonction de son objectif, et non pas pour le processus lui-même. Il me semble qu'il y a quelque chose
d'intéressant pour essayer de comprendre comment se construisent les solidarités, notamment à partir de ce que vient de dire Marc Rousseau, c'est-à-dire dans un contexte dans une réalité beaucoup plus plurielle que les simples solidarités de droit gouvernemental. Il me semble qu'il y a un intérêt à opérer un pas de côté qui consiste à essayer de regarder le processus pour ce qu'il est en lui-même. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est intéressant, finalement, c'est d'aller voir la manière dont les acteurs font alliance ou mésalliance, travaillent, traitent ensemble leurs points d'accord et leurs points de désaccord, la manière dont se négocient des compromis dans ces processus de construction dans les territoires des actions de solidarité, des actes de solidarité. C'est-à-dire la manière dont finalement les organisations, qu'elles soient des organisations étatiques, gouvernementales, ou qu'elles soient des organisations spontanées de proximité entre pairs, etc., ces organisations produisent de la règle de toute façon. Mais cette règle-là, elle n'est pas la même et elle ne résulte pas ou elle ne produit pas les mêmes effets selon qu'on va s'intéresser aux résultats, à ce qui se produit, aux effets, au niveau de performance, au niveau d'efficience, etc., de ce qui va être produit, ou si on s'intéresse à la manière dont les acteurs ont bricolé ensemble, et j'emploie le terme de bricolage de façon très volontaire, c'est-à-dire non pas dans des processus très construits qui vont du point A au point B par la ligne droite, mais dans la manière dont on bricole au quotidien des accords entre les acteurs. Et il me semble que ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel, notamment parce que ça évite aussi de ne regarder la construction des solidarités dans les territoires qu'à partir des acteurs les plus visibles. Ce qui est intéressant, c'est d'aller aussi regarder les signaux faibles, c'est-à-dire comment, parfois, à bas bruit, dans les territoires, des choses se jouent, mais qui sont à la marge et qui ne sont pas forcément dans les grilles de lecture habituelles de nos organisations. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est d'opérer ce pas de côté, c'est-à-dire de se laisser finalement désinstaller de nos grilles habituelles de lecture, de nos grilles de compréhension et d'interprétation des phénomènes, pour essayer d'aller voir ailleurs, d'aller éclairer autrement la même réalité. Il me semble que cette question-là du processus, finalement, elle est peut-être en opérant ce pas de côté-là, cette question d'un regard centré sur les processus et non pas sur les résultats et non pas sur les objectifs, elle est peut-être une façon de comprendre autrement la manière dont se bricolent les solidarités dans les territoires. Merci pour cette deuxième facette de la question. Alexandre, une question rapide là encore. Les modes participatifs en général florissent dans tous les compartiments de l'activité humaine. Peux-tu nous donner un exemple de gouvernance participative et y a-t-il une méthodologie qu'on pourrait approcher un peu concrètement? Déjà, je remercie Roland et Marc de m'avoir clairement élaboré un terrain parfait pour cette question-là, dans le sens où à la fois Marc a souligné la dimension profondément politique d'une telle question, et qui est très liée à la dimension française, d'ailleurs républicaine, où on a l'impression que cette solidarité vient d'une prise de conscience d'une communauté de destin, et donc d'une communauté d'intérêt. Et donc, on a intérêt à trouver un moyen de répondre aux intérêts de chacun des membres, parce qu'on est tous interdépendants les uns des autres, et donc cette question de la solidarité est profondément politique. Et une fois qu'on a dit ça, et qu'ensuite Roland a mis en lumière la nécessité de mobiliser des rapports au monde, des expériences, des réalités, des grilles de lecture diversifiées pour intégrer ces intérêts distincts, l'important maintenant, c'est la méthodologie, parce qu'on sait très bien, vous en avez tous l'expérience personnelle, je pense, qu'on peut très bien vous raconter une histoire, vous exprimer un autre monde, et ce n'est pas pour autant que vous allez réussir à travailler à partir de celui-ci, ou que vous allez pouvoir le considérer comme légitime ou crédible. Et donc, il y a une espèce il faut qu'il y ait un effet quasiment formant, pliant, qui vous amène à faire un effort, à prendre conscience que vous devez essayer de partir de ce monde-là, de le comprendre pour votre propre intérêt, de manière purement instrumentale, mais pour l'intérêt même de la communauté de destin que vous avez, le groupe que vous formez avec eux. Et donc, globalement, il y a aujourd'hui, pourquoi ces questions de gouvernance participative, on en entend de plus en plus parler, c'est parce qu'on sait très bien, en tout cas on l'entend de plus en plus, que les citoyens remettent en question la légitimité des institutions et que donc elles sont de plus en plus fragilisées et qu'elles ont besoin de dialoguer avec les personnes qui les portent, notamment donc les citoyens, que donc les personnes, les acteurs institutionnels n'ont plus le choix que d'être en dialogue avec ces mondes-là, qu'il y a une dimension instrumentale et très stratégique qui est de dire le meilleur moyen, on va prendre l'exemple de la santé,
par exemple, d'avoir des dispositifs d'éducation thérapeutique qui répondent aux besoins des citoyens et des usagers du système de santé, c'est de les co-construire, de les implanter directement avec des usagers du système de santé, avec des patients, avec des familles, avec d'autres professionnels de santé, et pas uniquement des professionnels de l'éducation thérapeutique, parce qu'on sait que ça va devenir un incubateur à l'intérieur de l'hôpital ou des maisons de quartier, d'essayer ensemble de mettre au même endroit en commun l'ensemble des parties prenantes qui vont essayer, expérimenter et utiliser ces services publics, et que c'est donc en forçant un petit peu la rencontre de ces personnes-là en amont du projet qu'on va s'assurer d'avoir davantage de solidarité derrière. Donc, le gros postulat sous-jacent et qui n'est pas forcément toujours explicite dans la gouvernance participative, c'est de dire on pose le fait que réunir en amont de ces projets, de ces pensées et de ces idées l'ensemble des parties prenantes au même endroit et de les forcer entre guillemets, à co-lider, à co-mener des projets et d'être responsable, co-responsable de ces projets va augmenter la probabilité que ce qui en sort en termes de services publics correspondra à la diversité des besoins des citoyens. Et donc, une méthodologie vraiment simple, je vous donne un exemple de ce qui se passe en Bretagne à Rennes. Il y a une structure régionale d'appui qui s'appelle le CAPS Bretagne, qui est financée par l'Agence régionale de santé et qui regroupe un ensemble de professionnels de la santé, des médecins, des infirmières, des ingénieurs qualité, qui accompagnent les établissements dans les démarches d'amélioration de la qualité. Et en gros, juste pour vous donner cet exemple-là, on a mis en place, moi j'y travaille 2 jours par semaine, on a mis en place une communauté d'usagers et de professionnels de la santé qui justement forment une communauté de pratique du partenariat, de ce que c'est que ces pratiques de co-construction, et qui en fait deviennent souverains des projets qui sont portés. C'est-à-dire, ce n'est plus les professionnels qui les portent, mais une communauté incluant cette diversité de parties prenantes qui devient celle qui propose les projets, qui les évalue, qui en accompagne le déploiement, et les personnes qui sont payées par l'institution, par l'ARS à ce moment-là, sont les personnes qui opérationnalisent ces projets pensés par une communauté de pratique plus large que celle des acteurs institutionnels. Et donc, là où ça devient intéressant, c'est de dire quels sont les garde-fous, comment on s'assure que on n'institutionnalise pas ou on n'instrumentalise pas les usagers du système de santé intégrés dans cette gouvernance-là. On va partir sur les principes que vous connaissez certainement, la rotation, changer les personnes pour pas qu'elles prennent trop les mêmes grilles, s'assurer d'avoir des duos usagers professionnels pour que l'un ne se mette pas avec une grosse asymétrie sur l'autre, etc. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir aborder peut-être plus en détail dans cette présentation ou lors du module 1 où là, on va vraiment rentrer sur tous les dispositifs méthodologiques qui sont des garde-fous à tous les avantages qu'il y a dans ces méthodologies-là, mais qui ont des limites également. Je peux peut-être rebondir sur ce que vient de dire Alexandre Berkès pour faire le lien avec le module dont il est responsable, module 1, capitalisé pour une réflexivité efficiente, pour poser au fond la question il a fait appel au concept de communauté de destin, mais au fond dans des pays du monde nord-américain, par exemple le Canada ou les États-Unis, on parle beaucoup de la community, de la communauté, et on parlerait peut-être plus de citoyenneté que de solidarité. J'aimerais l'entendre, Alexandre Berkès, un peu là-dessus, et quelle place ça a l'expérience comparative dans cette formation, dans ce module. Est-ce que c'est pertinent ou pas de se référer notamment à l'exemple québécois ou à d'autres exemples où ce n'est pas du tout adapté au contexte français? C'est pertinent de le mentionner tout en montrant les limites qu'on ne peut pas copier-coller un tel modèle. Donc moi j'ai passé une douzaine d'années au Québec sur des projets de co-construction, notamment donc dans le système, dans le milieu de la santé en particulier. Et en fait, il y a déjà une dimension politique, c'est qu'on est dans un pays fédéraliste. Donc, c'est des personnes qui ont davantage l'habitude de travailler sur une culture du consensus. Il faut s'entendre entre provinces qui ont chacun une certaine autonomie de décision sur plusieurs plans politiques, de s'entendre avec les autres sur certaines dimensions comme l'armée, comme la politique étrangère, comme certains budgets fédéraux, etc. Et donc, il y a une espèce de culture du consensus qu'on a moins en France. C'est-à-dire que globalement, c'est plus facile de faire se rencontrer ces personnes-là parce que globalement, ils vont être plus constructifs dans les échanges. En France, on sait que ça peut être davantage sportif, disons. Par contre, ce qui a le revers de ce qu'il peut y avoir de ces pratiques-là, c'est qu'une culture du consensus favorise la rencontre et la mise autour de la table de ces personnes-là. Mais par contre, justement, on peut tomber aussi dans le fait que la démocratie, ce n'est pas l'harmonie, mais une espèce de conflictualité constructive. Et que donc, il y a la nécessité d'exprimer ce qui nous gêne ou ce qui est la limite de la proposition éthique ou politique de l'autre et d'être capable d'être suffisamment à l'aise de décrire cela comme étant non pas une attaque personnelle, mais comme une attaque ou en tout cas l'identification des limites de la proposition de vie bonne ou de soins adéquats faite par l'autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est possible d'avoir une vision positive de la communauté qui ne devient pas communautariste.
C'est-à-dire qu'au Québec, on est dans un pays multiculturel qui revendique la nécessité de chacune des communautés de faire valoir pleinement ce qu'elles pensent être les meilleures pratiques pour être heureux, pour être en joie, pour être efficace, pour bien gérer la communauté. Et que de ce fait-là, on le voit que dans ce pays-là, ça n'empêche pas, à l'échelle fédérale et de la co-construction entre les groupes, d'avoir des résultats intéressants. Et c'est peut-être quelque chose qu'on peut apprendre en France, c'est avoir tendance justement dans une culture plus assimilationniste et intégrationniste, plutôt que multiculturaliste ou faisant vivre plusieurs communautés de manière fédérale, on peut apprendre de ça. On peut apprendre que l'expression pleine d'un monde, l'expression pleine de ce qu'est le soin adéquat pour des usagers, pour des infirmiers, pour des médecins, ne vient pas nécessairement contre celui des autres. Et que ça peut être justement au sein d'une émulation où chacun essaye de proposer les pratiques qu'il pense être les plus vecteurs de solidarité, de santé parmi les usagers, et qu'au final, ça se décide avec. Et que dès l'instant qu'on ne fait pas pour, mais avec, c'est-à-dire que les acteurs concernés sont là, on limite beaucoup les risques de corporatisme et de déviation de l'intérêt commun. Parce que, pour prendre le dernier exemple rapide du milieu de la santé, quand vous mettez des professionnels de la santé autour d'un cas d'un patient, en général, moi qui en ai accompagné pas mal, ça va souvent venir sur c'est la faute de l'infirmière, la faute de telle ou telle personne. Si vous mettez le patient et ses proches dans la salle, il n'y a personne qui s'abaisse à ce genre de choses. Tout le monde va faire l'effort constructif de trouver une solution pour la situation de cette personne-là. Et que c'est ce qu'on doit retenir pour la gouvernance participative, c'est qu'on se retrouve confronté à devoir faire l'effort d'être constructif et à trouver une solution et pas être uniquement dans la critique externe, c'est qu'on fait partie du même bateau. Cette question, Alexandre Berkès, en fait, nous renvoie au module 2 qu'est porté par Roland, qui s'appelle « Coopérer pour une intelligence collective ». Et alors là, je pose une question à Roland. Dans cette intelligence collective, quelle place trouve justement l'usager dont il vient d'être question ? Peut-être pour rebondir et compléter à ma sauce un peu l'intervention d'Alexandre, je dirais que dans ma culture franco-française, j'ai tendance à substituer le concept de compromis à celui de consensus. Il me semble que restons gaulois et que finalement, effectivement, je crois que la démocratie ne peut pas être autre chose qu'un espace de conflictualité nécessaire. Et précisément, et c'est là que j'arrive en réponse à la question, cette conflictualité-là, elle vient de la mise en exergue des intérêts des parties prenantes et des parties en présence. Et qu'il ne s'agit plus de penser à la place d'eux, mais non pas non plus de sacraliser ce que serait la place de l'usager dans le dispositif, mais plutôt de la mettre en conflictualité, dans un rapport conflictuel avec les autres positions et avec les autres intérêts en présence. Et que c'est cette conflictualité-là qu'il nous faut cultiver, développer. Alors, ça suppose effectivement un travail sur les désaccords, des accords de position, des accords d'intérêt, des accords même d'objectifs à poursuivre ou à atteindre, et que la construction des désaccords peut être le moyen de réaliser des compromis constructifs et positifs. Et là, j'en arrive aux mêmes conclusions qu'Alexandre. Mais il est essentiel que dans cette construction-là, l'usager joue toute sa fonction subversive de nos dispositifs institués et qu'il puisse venir percuter par ses questions, par ses intérêts, par ses expériences de vie qui viennent interroger les savoirs savants ou les savoirs expérientiels des professionnels pour pouvoir construire quelque chose qui serait de l'ordre d'un compromis à réaliser, beaucoup plus ajusté, beaucoup plus adapté, beaucoup plus éphémère aussi, c'est-à-dire où la force de l'instituant continue à travailler l'institué, beaucoup plus éphémère et beaucoup plus mobile finalement. Et il me semble qu'aujourd'hui, un des grands défis qu'on a à réaliser, notamment dans la construction des solidarités, c'est cette labilité de nos réponses. Ne pas les fixer, ne pas les figer, toujours les mettre en discussion. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'on passe son temps à discuter. Ça veut dire que ce qui est acquis permet d'agir, mais ce qui est agi permet de s'interroger sur la manière de renégocier finalement le compromis. Là, ça fait aussi le lien donc, avec le troisième module. Et si on va au-delà de cette confrontation qui participe de la construction, le module, les mots que vous avez choisis, c'est créer vers une innovation agile.
Alors, ma question, ça va être plus de l'ordre pédagogique, c'est-à-dire pour ces mots de création, créativité, innovation, agilité, est-ce qu'il faut que les méthodes soient à la hauteur aussi? Est-ce que, autrement dit, il faut des méthodes créatives, innovantes et agiles pour apprendre ces compétences-là, pour apprendre cette construction innovante et créative, Marc? Alors, on va d'abord se dire que dans une formation telle qu'elle se présente, on n'est pas là pour apprendre, on est là pour se perfectionner. On n'est pas face à des personnes qui partiraient d'une feuille blanche. Je suis sûr que parmi les gens qui nous écoutent, il y a déjà beaucoup de ressources, de compétences. Et déjà là, la manière de pouvoir les exposer, accepter une certaine différenciation, voire conflictualité, pour reprendre les termes de Roland, me semble tout à fait important. Et c'est vrai que dans le module, il y aura à la fois des temps de conférence, mais il y aura aussi à la fois des temps d'hackathon, c'est-à-dire d'essayer de relever des défis et un défi qui nous sera proposé par des opérateurs réels qui viendront nous dire à un moment là où ils sont bloqués et ils vont faire appel à la sagacité des participants pour travailler à repérer des voies de passage et des nouvelles avenues, si je veux parler un peu québécois. Alors, au fond, et je crois qu'on est là bien au cœur de ce qu'on est en train de se donner nous-mêmes comme défi. Il s'agit effectivement de passer dans une approche ouverte aussi sur l'international, ouverte sur différents secteurs, essayer de passer d'un mode, je le disais tout à l'heure, administré de la question des solidarités à un mode plus créatif. Mais l'agilité, pour reprendre un petit peu l'ensemble de nos éléments, l'agilité, c'est pas que de travailler par le bas, c'est effectivement d'arriver à concilier les démarches mobilisatrices et les démarches d'institutionnalisation. Donc la vraie agilité, c'est d'arriver à concilier aussi le référentiel des praticiens de terrain, bienveillance, approche globale, continuité du service, et l'approche et le référentiel du top management et celui des élus. Et ça, ce sont des référentiels qui ne vont pas si facilement ensemble. Le référentiel de la réforme technocratique, le référentiel du récit politique, on a dit avec Alexandre tout à l'heure qu'il ne fallait pas avoir que des récits, mais il faut aussi avoir des récits pour susciter les aspirations à agir et pour aussi faire accepter l'obligation à cotiser. La solidarité, c'est les deux, c'est l'aspiration à agir et c'est la cotisation, qu'elle soit une cotisation relationnelle ou une cotisation économique. Donc l'agilité, c'est cette capacité à faire dialectique entre distance et proximité. On dit souvent, les solidarités ont besoin de proximité. Non, les solidarités ont besoin de proximité et de distanciation. Les solidarités ont besoin de récits et de méthodes, de protection et de reconnaissance et de responsabilisation. Donc on voit bien qu'on est dans un champ profondément dialectique où l'important, c'est d'arriver à croiser les points de vue pour à un moment donné cheminer dans la production du bien commun, qu'il soit territorial, qu'il soit interterritorial. Merci Marc. Il y a quelques questions qui tombent. Il y en a une qui me paraît s'adresser directement à ta première intervention, Marc. C'est sur la question finalement de la hiérarchie des causes qui peut exister dans les solidarités d'engagement telles que tu les as présentées. Et la question que je ne retrouve pas exactement, mais je l'ai de tête, c'est est-ce que ce n'est pas finalement la même chose pour les solidarités gouvernées? Très vite, je viens d'en parler en disant que les solidarités, d'une manière générale, cette capacité à produire de la protection d'abord. On est solidaire dans la mesure d'abord où on est protégé. Donc, c'est Castel qui disait, le travailleur est souvent privé de propriété privée. Et pour ça, il a besoin d'une protection sociale qui devient sa propriété sociale. Et c'est ce qui l'aide à tenir debout. Donc, on a besoin à la fois de protection et de reconnaissance. C'est sûr que ce sont souvent dans les solidarités d'engagement, dans les réseaux locaux, que la reconnaissance va être produite et la protection, au moins financière, matérielle, plutôt produite par les distributions verticales de services et d'allocations. Bien évidemment, il faut arriver à articuler les deux. Je disais distance et proximité, solidarité de droit, solidarité d'engagement, parce que ce n'est pas exactement la même chose, non.
anthropologiquement, ça ne produit pas la même chose, les solidarités d'engagement et la solidarité de droit. Mais par contre, bien évidemment, il y a des failles dans chacune. Il y a des lignes de force dans chacune, et l'important, c'est d'arriver à les hybrider. Et donc, pour revenir un petit peu à la question d'Alexia, et ça permet de boucler la boucle si je n'avais pas été assez explicite, le but du jeu, c'est d'avoir des élus, c'est d'avoir des professionnels, c'est d'avoir des militants associatifs, et aussi des représentants d'usagers et de personnes concernées qui articulent, hybrident ces deux mondes pour à la fois produire ce qu'il y a de meilleur dans ces deux types de liens sociaux. Parce que tout ça, au final, se veut producteur de liens sociaux. Et l'important, c'est d'arriver à hybrider ces deux types de solidarité. Oui, la solidarité gouvernée produit du non-recours, je l'avais dit au tout début. Elle produit aussi de l'assignation. Elle produit de l'étiquetage possiblement. Les solidarités d'engagement produisent du lien social très électif et quelque part sélectif. Merci. Alors, une autre question, elle nous arrive de Genève. Bonjour Joël. Je propose de la poser à Roland. Tiens, n'oublie-t-on pas les rapports de pouvoir entre professionnels et publics, parfois en défaut de reconnaissance? Peut-on vraiment donner le rôle d'agent subversif face à des experts? Les expériences montrent que c'est très complexe d'arriver à être dans des controverses constructives. Roland, une sorte de spécialiste de la question. Non, je ne me prétends pas du tout spécialiste, mais c'est vrai qu'avec 30 ans d'expérience de direction d'établissements sociaux et médico-sociaux et quelques petites expériences du travail précisément avec des bénéficiaires parfois vécus comme très à la marge finalement même des préoccupations de pouvoir, c'est-à-dire des gens qui sont très loin de la question du pouvoir. L'expérience montre qu'effectivement, la place de l'expertise, elle est confisquée par les professionnels. Il faut se rappeler quand même que le champ de l'action sociale, par exemple, s'est professionnalisé en mettant les usagers à la porte des lieux de décision les concernant. Je suis un peu carré là, mais c'est un petit peu dans cette réalité-là, dans une analyse effectivement des rapports de force et des rapports de pouvoir qu'on peut construire une compréhension de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ce que je disais tout à l'heure sur la notion de pas de côté, c'est-à-dire qu'en fait, en essayant de décaler les problématiques, il me semble que, et en essayant d'éclairer autrement la réalité de ce que sont nos organisations de travail, que ce soit dans le sanitaire, le social, enfin tout ce qui concerne le registre des solidarités, il me semble que ce changement de point de vue, il éclaire autrement cette réalité-là. Et que finalement, l'expérience que j'ai faite moi, c'est qu'à chaque fois que des usagers ont pu prendre la parole, ont pu participer même à la construction des projets institutionnels, les professionnels en sont ressortis valorisés et validés dans leurs compétences. C'est-à-dire que la validation de la compétence d'expertise des professionnels, elle est aussi validée par la reconnaissance de l'expérience et de la qualité des expériences et des compétences acquises par l'expérience des bénéficiaires eux-mêmes. Mais ça suppose que ça ne se construise pas dans tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça suppose que ça se construise dans une conflictualité réfléchie, argumentée, intégrée comme une culture institutionnelle à part entière, qui permet aussi d'avoir des espaces de débat. C'est peut-être le point que je n'ai pas évoqué et qui vient compléter en réponse à la question qui est posée là. C'est que je crois que ça implique aussi, y compris pour la construction des solidarités dans les territoires, dans les institutions, dans les assemblées locales, etc. Ça suppose d'avoir des espaces de débat qui soient, alors là j'ai en tête les références du côté des débats hybrides, etc. C'est-à-dire qui soient des espaces qui ne soient pas définis par avance par un groupe ou par un autre, mais qui commencent déjà par co-définir ensemble les conditions mêmes du débat. La façon dont on va pouvoir mettre en débat et discuter de nos désaccords, de nos différences d'intérêts, de nos différences de point de vue. Et je pense que c'est très important, très utile justement que cette controverse-là, pour qu'elle puisse se vivre sur le mode de la controverse et non pas de l'opposition frontale, se construise dans des espaces co-construits de délibération démocratique finalement. C'est de ça dont je suis en train de parler. Ça fait l'écho à une première question qui est posée depuis quelques minutes.
Déjà, dans quelle mesure pensez-vous impératif de travailler à la dimension du dialogue social en vue de co-construire, co-réinventer la notion de solidarité dans un contexte du marché de l'emploi et de nouvelles organisations de travail? Est-ce que, Roland, tu viens de faire allusion à ton dense et brillant passé de directeur général d'association? Tu veux prolonger le trait que tu as déjà engagé là? Oui, peut-être, mais ça m'intéresserait aussi d'entendre par exemple Alexandre parler de l'expérience québécoise sur cette question-là. Mais oui, il me semble que dans cette logique-là, il faut qu'on arrête de penser nos organisations de manière égocentrée ou autocentrée, c'est-à-dire où toute la lecture de l'organisation de travail est lue à partir de son centre. Et qu'est-ce qui est au centre? C'est le pouvoir hiérarchique. Qu'est-ce qui est au centre? C'est le pouvoir de décision. Qu'est-ce qui est au centre? C'est toute l'expertise technique qui va avoir un contrôle sur l'organisation, d'autant que les montées en puissance d'ordre bureaucratique et technocratique viennent concentrer le pouvoir du côté de ceux qui ont les outils, qui ont les leviers économiques, gestion financière, juridique, etc. L'idée, c'est de penser l'organisation plutôt comme un ensemble de nouages signifiants qui viennent construire quelque chose d'un sens commun, d'un sens global de l'organisation. Et ces nouages-là, ils nous permettent de repérer, d'identifier les espaces où il se passe quelque chose de structurant ou de déstructurant pour l'organisation. Dans cette idée-là d'une vision plutôt d'une organisation de forme réticulaire et plutôt observée par ses seuils que par son centre, eh bien, il me semble que là, la question du dialogue social prend une toute autre tournure. Mais il y a plein d'autres aspects qui prennent une toute autre tournure dans cette dimension-là. C'est par exemple ce qu'on appelle la résistance au changement, qui est perçue comme quelque chose de négatif quand on est dans une vision centralisatrice, qui peut être perçue comme une force constructive quand on est dans une vision beaucoup plus ouverte, qui permet de voir comment chacun trouve intérêt dans ce qu'il fait aujourd'hui et comment ces intérêts-là peuvent se négocier entre eux pour essayer de définir quelque chose de plus positif, enfin de plus constructif ou de plus fécond pour l'organisation. Parce que quand on dit positif et constructif, on a toujours tendance à penser que l'organisation, elle va toujours dans le même sens, vers cette espèce d'objet idéal qu'elle doit atteindre. C'est là que je reviens sur l'idée du processus qu'on décrivait en tout début, c'est-à-dire qu'en fait, non, un processus, c'est d'abord chaotique, c'est d'abord fait d'aléas qui viennent et de forces contradictoires. Là, il n'y a pas un idéal de fonctionnement, il n'y a que des réalités phénoménales, je dirais, vécues au quotidien et qui viennent construire quelque chose par ces chocs, par ces frottements. Et je crois beaucoup, moi, dans le dialogue social, je crois beaucoup au frottement des intérêts. Nous n'avons pas les mêmes intérêts et c'est très intéressant de les poser sur la table pour essayer de construire ça. Et on voit bien, là, finalement, on dégage quelques gros centres d'intérêt dans les organisations de travail qui sont, bien sûr, l'intérêt des salariés, qui n'est pas forcément celui des employeurs ou de ceux qui déterminent l'organisme gestionnaire, qui est sûrement pas non plus celui de l'intérêt des usagers. Et là, on a une conflictualité intéressante à construire. Alessia? Je reprends le micro d'abord pour dire aux spectateurs que dans les 10 minutes qui nous restent, on a encore moyen de traiter, on a encore le temps de traiter quelques questions, donc ne pas hésiter, je vois qu'il y en a qui tombent, mais effectivement à poser les questions sur la QNR. Et sinon, je voulais juste dire que poser la question à qui veut de vous trois répondre. Cette formation de 6 jours en 3 modules est vraiment à l'image du projet de la Grande École de Solidarité, en ce sens que, de même que les écoles se sont mises ensemble parce que chacune s'adresse à des publics différents, à des statuts différents, des secteurs d'activité différents, cette formation a l'ambition aussi de s'adresser à des cadres de la fonction publique, à des élus, à des dirigeants du secteur public, privé, associatif, etc. Ce qui est assez rare en France. Est-ce que vous y voyez un défi d'un point de vue pédagogique? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des gens qui voudront venir se confronter comme ça à d'autres acteurs qui n'ont pas l'habitude, justement, c'est tout le projet, qui n'ont pas l'habitude de fréquenter, en tout cas de ne pas se mettre dans la même salle et faire un atelier de co-développement avec eux? Voilà. Alexandre, Roland, Marc, réponse rapide à cette question importante. Moi, je voulais juste dire que déjà, la raison pour laquelle on ne présente pas entièrement le programme, c'est parce que justement, il y a des surprises.
parce que justement, on ne peut pas vous dire à quelle sauce ça va arriver. L'objectif est justement, en fait, on sait que le piège principal de ce genre de formation, parce qu'on est des marques à commencer par en montrer la dimension critique, c'est qu'on essaye justement de ne pas tomber dans une formation qui sera axée sur les discours. Parce qu'on sait que l'enjeu ne se situe pas au niveau des discours. Tout le monde est bien intentionné, tout le monde aimerait co-construire, tout le monde aimerait répondre aux besoins des citoyens le plus adéquatement possible. Et en fait, justement, le but de la formation, c'est de partir dans une posture non pas de jugement moral qui ferait que on encourage les gens à avoir une autre éthique individuelle parce qu'ils sont entièrement responsables de leur comportement, mais on comprend qu'il y a des effets systémiques. Et que de ce fait-là, l'objectif, ce n'est pas de charger la barque et de critiquer individuellement les individus en disant pourquoi vous n'agissez pas dans cette direction-là. Et donc, on sait que ce n'est pas juste des discours supplémentaires qui les fera agir différemment. C'est la raison pour laquelle on essaye d'expérimenter ces méthodologies. Par exemple, dans le module 1, le but, c'est de rencontrer des usagers de différents services publics pour expérimenter des méthodologies de co-construction directement avec eux et pas des gens surpréparés, des gens qui ressembleraient au type d'usagers qu'on rencontrerait dans d'autres services publics et voir si on est capable de faire quelque chose et d'en voir les limites. Donc le pari, il est aussi de notre côté de dire on va se rendre compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas et de ne pas vous emmener des usagers professionnalisés qui savent co-construire avec des directeurs d'établissement au quotidien. Donc je pense qu'on a compris la nécessité de sortir de discours, de faire de l'expérimentation et à la fois de nous aussi se mettre dans une position de risque pour être capable de ne pas juste vous dire regardez, on a super bien fait notre formation, on sait exactement ce qui s'en vient, on prend un risque d'expérimentation avec vous aussi. Merci Alexandre. Marc veut rebondir? Oui, je veux bien rapidement. Oui, je crois que c'est l'enjeu de la grande école, d'arriver effectivement à réunir dans des mêmes séquences de réflexion et de construction des élus, des représentants du top management, des chefs de service nourris d'éthique professionnelle. Le but de l'affaire, c'est effectivement croiser les référentiels. Ils sont pour partie relativement facile à hybrider sur un certain nombre de sujets, et pour partie, ils se construisent historiquement contre. Et donc, une partie de la compétence et de l'expertise vient souvent d'un processus de déqualification de l'autre. Et donc là, l'idée, c'est de remettre en jeu les expertises dans une confrontation de différentes rationalités. Vous avez dit d'intéressement, c'est-à-dire de croisement des intérêts et de reproblématisation. Donc, moi, je pense qu'il peut y avoir un travail sur les discours, mais en tout cas, tenant compte des différents intérêts en présence, et donc pas s'enfermer dans des avenues toutes faites, mais bien s'obliger progressivement à prendre en compte. Alors, pourquoi moi j'y crois complètement? Parce que d'abord, certains d'entre nous et certains d'entre vous êtes de ce monde-là, nous sommes beaucoup à être multipositionnés. Donc nous sommes déjà individuellement parfois élus dans le top management et issus de l'intervention de terrain. Donc les rationalités externes ne nous sont pas inconnues. On en a d'ailleurs déjà incorporé une partie. Donc je pense qu'on est prêt aujourd'hui sur ce champ-là à faire ce que d'autres champs ont fait depuis longtemps. C'est vrai que le champ du travail social, de l'action sociale, si je le traditionnalise un peu, est un champ relativement marginal et construit sur des expertises souvent très segmentées. Le but du jeu là, c'est de rebrasser entre les statuts, mais aussi rebrasser un peu entre les secteurs social, santé, éducation, voire autres. Le but du jeu, c'est de travailler à renforcer les fonctions de médiation, l'orientation un peu généraliste de chacun d'entre nous pour être capable à la fois de garder son expertise spécifique et son statut spécifique, mais d'être plus agile dans l'articulation avec l'autre. Merci Marc. Et Roland, en même temps qu'il répond lui aussi, s'il a un complément, pourrait prendre la question de Franck Périnet sur le pouvoir d'agir des personnes. En fait, Franck demande si le pouvoir d'agir des personnes a-t-il une place plus grande maintenant dans la conception des politiques de solidarité. Donc maintenant par rapport à autrefois, j'imagine. Alors, d'abord, peut-être pour rebondir sur la question, je pense que le module constitue un lieu, je notais là dans mon cahier, un lieu à côté pour faire un pas de côté. C'est-à-dire que c'est aussi intéressant, c'est aussi une des fonctions de ces espaces-là, et c'est aussi, je crois, un des intérêts du projet de grande école des solidarités, c'est que en dehors des enjeux locaux, de terrain, etc., de pouvoir se donner le moyen de se retrouver à plusieurs pour pouvoir imaginer autre chose de possible.
hein, et au moins regarder les choses de façon un peu décalée. La différence des publics aussi, hein, entre élus, gestionnaires publics ou privés ou associatifs, c'est aussi là un lieu où on peut faire l'expérience de la conflictualité dans la construction d'un projet de travail ensemble sur les deux journées, expérience de conflictualité des points de vue et des attentes des différentes, à partir des positions que l'on occupe dans la vraie vie, je dirais. Et puis, troisième élément, c'est aussi ce qu'on pense proposer sur le module 2, c'est aussi des expériences à analyser, mais non pas à analyser comme des modèles ou comme des exemples à copier, mais à analyser pour essayer de comprendre quels sont les processus de coopération qui ont produit ces effets-là, positifs ou négatifs d'ailleurs. Hein, il n'y a pas de… voilà. Donc ça, c'est pour répondre, pour compléter un petit peu ce qui a été dit. Sur la question du pouvoir d'agir, moi, je suis relativement prudent parce que toutes les théories sur l'empowerment, etc., elles ont aussi un revers de la médaille. C'est-à-dire que renvoyer purement et simplement les gens à leur propre pouvoir d'agir, c'est aussi les renvoyer à la solitude des solutions qu'ils doivent trouver par eux-mêmes ou avec lesquelles ils doivent se débrouiller. Ce qu'on trouve autour des notions de père aidant, etc. Il faut faire attention. Ce n'est pas que vertueux. Et il y a besoin d'une lecture critique de ces éléments-là pour essayer de voir en quoi ce pouvoir d'agir est effectivement un pouvoir de transformation des codes sociaux et des rapports sociaux. Et pas uniquement pouvoir d'agir pour régler les problèmes. Il ne s'agit pas uniquement de régler les problèmes. Il s'agit d'avoir une lecture plutôt sociopolitique des phénomènes et des problèmes et des difficultés qui permet de penser autrement. Ce que disait tout à l'heure Alexandre sur le système de santé, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement que les patients soient bien éduqués à prendre en charge leur propre santé. Il s'agit de transformer le système de santé à travers cette expérience-là. Je trouve qu'il l'a très bien dit tout à l'heure. Il y a peut-être une dernière question qui est sur la légitimation des représentants d'usagers, bénéficiaires, adhérents. Alors la question n'est pas précise, mais on demande qu'en est-il de la légitimation? Alors moi, je veux bien intervenir là-dessus parce que ça fait 30 ans que j'entends parler de la légitimité des usagers. Ils doivent être représentatifs pour être légitimes quand ils parlent. La question de la légitimité, elle ne se donne pas, elle se prend. C'est-à-dire que c'est moi qui vais me battre pour obtenir la légitimité dont j'ai besoin pour participer au débat démocratique. Et que la question de la légitimation, si elle vient d'un autre, a priori, elle est piégée. C'est-à-dire que si quelqu'un me donne la liberté de parler, je ne suis plus libre. Si je prends ma liberté d'expression, là, j'accède à quelque chose. Mais ça m'intéresserait de savoir ce qu'Alexandre en pense de ce que je viens de dire un peu à l'emporte-pièce, je reconnais. Alexandre, à l'emporte-pièce. Pas mon style. Ce que je veux dire, en gros, il y a vraiment aujourd'hui une diversité des figures des usagers dans le système de santé avec lesquels on co-construit, avec lesquels qu'on implique pour démocratiser la prise de décision dans le système de santé et les actes de soins. Et il y a à la fois les représentants d'usagers qui sont de plus en plus critiqués parce que, notamment pour des limites de la pratique en tant que telle, c'est-à-dire le rôle, la mission, la philosophie qui est avec est relativement saine. Et on se retrouve avec des personnes qui pourraient avoir une influence assez intéressante dans le milieu de la santé. Il y a plusieurs limites qui font en sorte que beaucoup des représentants d'usagers ne font pas ce qu'on pensait qu'ils auraient pu faire dans ces positions-là pour plusieurs raisons qu'on pourra discuter dans ce module-là. Mais globalement, effectivement, les représentants d'usagers aujourd'hui dans les établissements de santé ou les représentants des familles dans les conseils de vie sociale, c'est-à-dire dans les EHPAD notamment, ou les foyers de vie, n'arrivent pas à porter l'ensemble de ce travail de co-construction. Et donc, on a vu des figures alternatives émerger comme les patients partenaires ou les pères aidants ou d'autres personnes qui viennent aussi co-construire les soins, que ce soit au niveau de l'organisation des soins ou même co-réaliser les soins, mais ils viennent avec d'autres légitimités qui n'est pas forcément celle d'être élus, parler au nom des autres, mais d'autres qui viennent parler juste en leur nom. Ils ne représentent pas la voix des autres, ils parlent en leur propre nom. Et d'autres qui viennent, par exemple, à partir de leur expérience de vie avec la maladie. Ils ont développé une expertise, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais une expérience significative dans le soin. Par exemple, un hémophile qui est capable de s'administrer lui-même ses produits, des produits sanguins pour être capable de ces facteurs coagulants lui permettant de limiter le nombre d'hémorragies, à 25-30 ans, même avant largement, développe une forme d'expertise dans la capacité à prendre soin de lui. Donc, devient un acteur de soins et n'est plus uniquement un soigné bénéficiaire d'un soin, mais est un acteur de soins à part entière. Donc, l'enjeu qu'on a aujourd'hui dans ce système de démocratie en santé, c'est qu'on a plusieurs figures de l'usager entre des membres associatifs, des représentants d'usagers, des patients partenaires, des patients experts dans les programmes d'éducation thérapeutique, mais ils ne partent pas du même terrain. Un représentant d'usager, par exemple, des fois, n'ont pas du tout d'expérience de soins. C'est des personnes qui ont une fois l'appendicite et une jambe cassée, et ce n'est pas l'équivalent du patient qui a 35 ans d'expérience de la maladie chronique, et qui, inversement, n'a peut-être pas l'expérience de l'action collective
que l'autre a vécues au sein des mouvements associatifs et qui lui permet d'être plus vigilant aux dynamiques d'instrumentalisation. Donc aujourd'hui, la légitimité de ces acteurs-là, pour répondre là-dessus, elle est sur plusieurs plans, stratégiques, politiques, scientifiques, etc. Et c'est pour ça qu'émerge une diversité de figures des usagers partenaires aujourd'hui dans le système de santé qui essayent de faire ces différents rôles qui permettent de reprendre le pouvoir dans la répartition des décisions et des ressources du système de santé. Nous arrivons à la fin du temps imparti, mais si vous souhaitez, si tous les participants souhaitent poursuivre la discussion, la formation commence le 21 septembre. Et donc, Marc peut-être en dira un mot, ça sera le mot de conclusion, peut-être pour savoir où trouver toutes les informations. Et moi, je remercie les 3 intervenants et les spectateurs pour la qualité de leurs questions. Marc, à toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Il y a toutes les questions n'ont pas pu trouver de réponse, bien évidemment. On avait malgré tout une question qui va rester en suspens, mais je la cite parce qu'elle pourra trouver une réponse au sein même de la formation. C'est la question est d'un spectateur anonyme, qui plus est, donc ça met beaucoup de suspense. Coopération politique, collaboration territoriale, quels enjeux pour une coopétition de services solidaires à impact social positif? Je pense que ça fait partie des questions qui seront travaillées. Il y a d'autres questions, on essaiera d'y répondre peut-être de manière écrite. Oui, la planche que vous voyez vient donc décrire les 3 temps. Ils ont été incarnés par nos 3 intervenants ce soir, avec un module donc, qui démarre le 21 et 22 septembre, dont le fil rouge est Alexandre Berkès. Le deuxième module autour des coopérations le 24 et 25 novembre prochain. Et le fil rouge sera donc Roland, vous l'avez compris, Roland Janvier. Et pour le 3e module qui se déroulera les 19 et 20 janvier 2021, un binôme, Romain Pasquier, qui s'excuse vraiment de ne pas pouvoir être présent, mais il a été retenu dernière minute, et Marc Rousseau, que nous avons entendu aujourd'hui. Les inscriptions donc, sont des inscriptions dont vous voyez, je ne les vois pas très bien, mais dont vous voyez l'adresse. L'inscription donc, sur cette formation qui est faite à Sciences Po. Dans tous les cas, nous permettrons de vous recontacter, puisque vous avez sans doute laissé votre adresse, et de vous faire part de l'ensemble de l'actualité, parce que la Grande École des Solidarités, c'est un projet vivant, c'est un projet qui va trouver bien sûr des rebonds dès l'automne, puisque, et je pense notamment à un événement, un bel événement à l'automne, on n'en dira pas trop ce soir, mais qui sera déjà une amorce d'une réflexion sur les solidarités à l'épreuve de la crise au sens générique, mais bien sûr avec un écho fort sur ce que nous traversons, sur ce que nous avons traversé, ce que nous traversons encore, et puis la préparation d'un colloque scientifique très probablement pour l'année 21, probablement à l'automne 2021. Quelques dates comme ça pour vous dire que vous êtes intéressé à cette problématique que nous mettons en avant dans le titre « Construire les solidarités vers une politique intégrée, inclusive et durable ». Nous allons nous revoir. La Grande École des Solidarités est un beau projet, un projet qui va rassembler, qui va nous permettre de penser sans doute autrement les solidarités. Et donc nous gardons le fil pour pouvoir vous informer et pour pouvoir vous inviter également à poursuivre les choses. Il me reste vraiment à vous remercier tous, Marc, Roland, Alexandre, Alessia et moi-même, nous sommes très, très satisfaits d'avoir pu organiser dans ces conditions du distanciel, comme on dit aujourd'hui, un temps fort, un premier temps fort pour construire les solidarités, cette première pierre d'une ambition qui va beaucoup plus loin. On vous parlera plus tard d'un probable master spécialisé qui est en préparation sur ce même sujet. Merci à tous et portez-vous bien.